anglais les plus célèbres du XVIIIe siècle. La tradition philosophique a conservé de son œuvre essentiellement 2 points. D'une part, la théorie de l'association des idées, où Hume nous montre comment une idée ou une sensation évoque une autre idée. Et d'autre part, son analyse célèbre du principe de causalité. Mais si l'on considère l'ensemble de son œuvre, et si on la replace dans le cadre général du XVIIIe siècle, on voit sans doute que la portée en est beaucoup plus grande et surtout autre. D'abord, les titres seuls de ses ouvrages, Traité de la nature humaine, Enquête sur les principes de l'entendement, Enquête sur les principes de la morale, Discours moraux et politiques, enfin des ouvrages sur l'histoire d'Angleterre et des ouvrages d'économie politique dont Hume doit être considéré comme un des fondateurs, montrent que son souci constant ne concerne pas le point de vue de la connaissance. Le plus important pour lui, ce n'est pas l'analyse de l'association des idées, ni même l'analyse de la causalité. Le plus important pour lui, c'est sûrement l'histoire, le droit, les institutions, la législation, c'est-à-dire tout le domaine d'une pratique de l'homme dans la société. Dans la philosophie moderne, il est souvent arrivé que l'on prie l'associationnisme, la théorie de l'association, comme victime et comme cible favorite. Mais ceci a toujours été à condition de la mutiler. Dans l'esprit d'Hume et dans toute son œuvre, l'association des idées et la doctrine de la connaissance n'est jamais qu'un thème subordonné qui trouve son sens seulement dans l'histoire, dans le droit, dans la législation, dans la pratique de l'homme. Et par là, Hume appartient au XVIIIe siècle. L'essence de l'homme, selon lui, n'est pas dans la connaissance. Et un des premiers points de rupture entre Hume et la métaphysique classique du XVIIe siècle porte justement sur ceci, que l'essentiel de l'homme n'est plus saisi comme et sur le plan d'une dimension de la connaissance elle-même, c'est-à-dire sur le plan d'une dimension théorique. Et sans doute y a-t-il une seconde opposition qui s'enchaîne avec la première entre Hume et la métaphysique classique, c'est que pour lui, l'essence de l'esprit humain n'est pas dans certaines idées plus importantes que d'autres ou d'une autre nature que d'autres, idée de Dieu, idée du moi, idée du monde. L'essence de l'esprit humain n'est pas dans le contenu d'idées, quelle qu'elle soit, mais se trouve à une toute autre dimension qu'il faut déterminer. Si l'on considère à cet égard la plus grande œuvre de Hume, Traité de la nature humaine, le sous-titre en est « Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux ». Il est donc clair dès le début que si, pour Hume, l'homme est l'objet d'une science, c'est dans la mesure où il a une nature, dans la mesure où il y a une nature humaine. L'idée de nature humaine fonde la possibilité d'une science de l'homme. Et ce qu'il faut appeler nature humaine, c'est ce qui dans l'homme est invariable, constant, uniforme, ce qui obéit à des lois. Mais qu'est-ce qui obéit à des lois? L'esprit humain se présente comme un véritable flux, comme une collection de sensations et d'images, d'impressions et d'idées, dont chacun peut dire quelle est son expérience. Rien dans tout ceci ne semble uniforme et constant. Même quand un même mot est prononcé, autrui et moi, nous ne mettons jamais exactement la même idée sous ce mot. La constance ne sera donc pas dans les idées que j'ai, ni dans les sensations que j'éprouve. La constance, nous dit Hume, est seulement dans la manière dont une sensation ou une idée évoque une autre idée, dans la manière dont elle provoque dans l'esprit l'apparition d'une autre idée. Une idée, nous dit Hume, en provoque une autre, soit par ressemblance, soit par contiguïté, soit par causalité. Voilà ce qui est constant dans l'esprit. Voilà le côté nature humaine. Quant au caractère particulier d'une idée, quant au contenu particulier d'une idée, il est variable, il est du domaine de la pure fantaisie. Et sur ce point, l'on retrouve la rupture principale de Hume avec la métaphysique classique. La constance d'une nature humaine n'est plus que dans la relation des idées et non pas dans le caractère interne d'un certain genre d'idées. Il n'y a même de constant que des relations, et c'est elles qui définissent la nature humaine. Par là, Hume fondait d'une manière extrêmement profonde une théorie des relations qui préside encore au développement de la logique moderne.
Les relations sont extérieures à leurs termes. Les termes entre lesquels elles s'établissent, les idées qu'elles réunissent n'expliquent pas la nature des relations elles-mêmes. En d'autres termes, la question que posait Hume était la suivante. Comment l'esprit devient-il une nature humaine ? C'est-à-dire, comment une collection d'impressions et d'idées devient-elle un système organisé ? La réponse était, c'est dans la mesure où des principes, qui seront dits principes de la nature humaine, agissent dans l'esprit, établissant des liens et des relations entre les idées, liens et relations qui ne dépendent pas des idées elles-mêmes. Bref, les relations doivent être fondées, et pourtant ne peuvent pas se fonder sur leurs termes. Elles réclament d'autres principes, et par là même constituent une nature. Si nous prenons un exemple, nous retrouvons la théorie humienne de la connaissance. Hume pense, et par là renverse la tradition précédente, que la connaissance doit être pensée en termes d'action. Connaître, essentiellement, c'est dépasser. C'est dépasser ce qui est donné, c'est dire plus que ce qui est donné, c'est affirmer plus qu'on ne sait. Hume nous dit, c'est croire. Si je dis le soleil se lèvera demain, ce qui m'est donné, c'est seulement les 1000 fois où j'ai vu que le soleil se levait. Mais je dis plus dans la proposition vraie, le soleil se lèvera demain. J'affirme qu'il se lèvera demain, et par définition, demain c'est ce dont je n'ai pas l'expérience, c'est ce qui n'est pas encore donné. Et Hume ne met jamais en question le droit que j'ai de formuler un tel jugement, le soleil se lèvera demain. Il demande simplement sur quel principe se fonde un tel jugement, une fois dit que le principe d'un jugement concernant toujours, nécessaire ou demain, ne peut pas venir du donné, puisqu'au contraire, il est condition de toute affirmation portant sur le donné. Le problème de la connaissance est donc posé par Hume sous la forme suivante. Quels sont les principes qui fondent un tel dépassement du donné ? La connaissance devient ainsi un fait de la nature humaine. Les principes de la connaissance sont de véritables tendances. Les relations sont des tendances de la nature humaine qui ne s'expliquent pas et qui ne trouvent pas leur motif dans les idées qu'elles réunissent. C'est ainsi que la connaissance était immédiatement posée en termes de pratique. Dans la mesure où connaître était dépasser le donné, le secret de la connaissance était en même temps dans des principes de la pratique. Seulement, ce ne sont pas ces principes d'association même, principes de la connaissance, qui rendent compte et qui nous donnent le dernier mot de la nature humaine. Que la connaissance soit une pratique nous introduit à un autre domaine. Hume sera un des premiers philosophes à élaborer une théorie de la probabilité et du calcul des probabilités. Mais le résultat d'une telle théorie est précisément de subordonner la connaissance à autre chose qu'elle, et de mettre la relation causale, la relation cause-effet, au service d'une relation plus complexe, plus définitive, la relation moyen-fin. C'est que, nous dit Hume, développant une idée extrêmement subtile, les relations qui constituent la connaissance elle-même restent toujours équivoques, parce qu'elles se lisent dans les deux sens, parce qu'elles sont réversibles. Dire qu'une chose ressemble à une autre implique que l'autre ressemble à la première. Donc les relations n'ont pas en elles-mêmes leur sens, leur direction. Il faudra, pour donner un sens aux relations, une irréversibilité nécessaire à l'action. Il faudra d'autres principes de la nature humaine que les purs principes d'association. Ces autres principes seront le principe de plaisir, selon lequel l'homme recherche son plaisir, et le principe d'utilité, selon lequel l'homme agence des moyens dans cette recherche et pour cette recherche. Or, c'est sur ce nouveau plan, une fois dit que la connaissance lui est subordonnée, que la nature humaine va révéler son fond ou son secret. La connaissance est donc au service de la pratique, et la pratique ne se découvrira pas directement dans l'analyse du rapport cause-effet, mais dans l'analyse du rapport moyen-fin. De quoi s'agit-il dans ce rapport moyen-fin ? La raison, selon Hume, est faculté pratique en ce sens qu'elle est essentiellement instauration de moyens, faculté d'agencer des moyens. Mais quel problème pratique a-t-elle à résoudre ? La nature humaine, dans la mesure où elle est soumise au principe de plaisir, où elle est recherche du plaisir, Hume nous explique que elle ne se présente pas comme égoïsme. Hume tient beaucoup à l'idée
en s'opposant à certains de ses contemporains, que l'homme n'est pas essentiellement égoïsme, mais plus profondément partialité. L'homme n'est pas égoïsme, c'est-à-dire n'est pas indifférence à ses semblables, mais dispose d'une sphère naturelle de sympathie. Seulement, cette sympathie naturelle est en même temps une sympathie naturellement limitée. L'homme naturellement sympathise avec ses proches, ses parents, ses semblables. Et avec ses proches, ses parents, ses semblables, nous retrouvons l'action des trois principes d'association, la ressemblance, la contiguïté, la causalité. Si bien que, à la fois, la nature humaine pose une sorte d'exigence morale avec la sympathie, une sorte de fin naturelle, mais cette fin naturelle et cette exigence, elle est elle-même incapable de la satisfaire. En effet, la sympathie se présente comme une fin, puisqu'elle est déjà autre chose qu'égoïsme, puisqu'elle est aussi dépassement, et en même temps, cette fin, elle est incapable de la satisfaire parce que les sympathies de l'un contrarient les sympathies de l'autre. Si bien que le problème moral devient un problème des rapports de la nature et de l'artifice. Le problème moral consiste dans la tâche d'organiser, de construire artificiellement un monde objectif qui permette aux sympathies naturelles de dépasser leur propre partialité. Le problème moral consiste à étendre la sympathie, consiste à construire un monde artificiel, tel que la sympathie surmonte sa propre partialité, dans l'instauration d'un monde de la législation. Cette idée, on la trouve à la fois commune à beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle et en même temps marquée par l'originalité d'Hume. Commune à beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle parce que, dès le XVIIIe siècle, les auteurs de philosophie politique pensent moins qu'il faut faire confiance ou qu'il faut faire appel à une transformation intérieure de l'homme, mais plutôt à l'instauration d'un monde consistant, à l'instauration d'un monde extérieur par lequel l'homme dépasserait ses propres limites. C'est-à-dire qu'il s'agit moins de rendre les hommes moins méchants, moins violents, que d'instaurer un monde où cette méchanceté, cette violence n'aurait plus l'occasion ni la possibilité de s'exercer. Un tel monde se définit dès lors comme artifice du législateur. Et ce qui marque cette idée comme appartenant au XVIIIe siècle, c'est que ce XVIIIe siècle, en même temps qu'il fonde l'économie politique, fait confiance à la pure législation et à l'entreprise constitutionnelle pour l'instauration de ce monde objectif. L'originalité d'Hume, dans ce courant du XVIIIe siècle, mettant au plus haut le personnage du législateur, consiste pourtant à s'opposer à beaucoup de ses contemporains qui voyaient l'opération de la législation fondée sur le contrat. Hume s'oppose beaucoup à tous les auteurs, juristes et philosophes qui voient dans le contrat la véritable origine et le véritable acte de baptême de la société. Pour lui, poser le problème social et poser le problème de la construction d'un monde artificiel en termes de contrat, c'est ne saisir de la société qu'un aspect négatif. En effet, le contrat est avant tout l'imitation et porte et se présente comme une sorte de négation des égoïsmes. Le dépassement dans la société se présente ici comme l'imitation de l'égoïsme même. Mais selon Hume, le danger ne consistant pas dans un égoïsme supposé de l'homme, mais dans une partialité plus profonde, il ne s'agit plus de limiter des égoïsmes, il s'agit au contraire d'étendre des sympathies de telle manière qu'elles dépassent leur partialité. Dès lors, l'essence de la société, selon Hume, n'est pas dans le contrat, mais à proprement parler dans l'institution, c'est-à-dire dans un système de moyens positifs inventés que Hume appelle la règle générale. Nous voyons donc que l'idée de la nature humaine chez Hume va présenter comme une triple épaisseur. D'une part, un ensemble ou un réseau de relations, d'autre part, un système de passion et de sympathie, enfin, tout un domaine de l'histoire et du droit, domaine qui sera défini comme artificiel, mais nous dit Hume, l'artifice est encore de la nature. L'artifice consiste à forger des systèmes de moyens
propre à satisfaire les fins de la nature elle-même.